Et puis à un certain moment, moi il m'a rendue malheureuse pendant longtemps. Mars 1981, Paris s'éveille à peine quand un couple discret se présente devant un officier d'état civil. Pas de robe blanche, pas de paparazzi, pas de fanfare. Juste deux silhouettes qui signent un papier presque à contre-cœur. Lui, c'est Jacques Dutronc, le dandy au cigare, le séducteur invétéré. Elle, c'est Françoise Hardy, l'icône yéyé à la voix fragile et au regard mélancolique. Ce jour-là, ils scellent une union qui dure déjà depuis 14 ans et qui va durer jusqu'à la mort. Mais derrière ce mariage qui ressemble à un conte de fées dans les magazines, se cache une réalité que Françoise elle-même mettra des décennies à oser raconter. Une histoire d'absence, d'infidélité, de larmes silencieuses dans la nuit parisienne. Une histoire où la chanteuse la plus mélancolique de France a aimé un homme qui ne savait pas rester. Et ce que vous allez découvrir maintenant, c'est la vérité brute sur l'un des couples les plus mythiques et les plus tourmentés de la chanson française. Tout commence dans les couloirs d'une maison de disques au tout début des années 60. Françoise Hardy n'a même pas 20 ans quand elle croise pour la première fois ce drôle de garçon. Elle l'aperçoit, distraite, et ce qu'elle voit ne la fait pas vibrer du tout. Dans une interview accordée aux Parisiens en 2016, elle décrira sans détour ce premier coup d'œil. Elle a vu un garçon qu'elle qualifie d'affreux, avec d'épaisses lunettes de myope et le visage couvert de boutons. À peine remarqué, vite oublié. Pourtant, ce garçon banal s'appelle Jacques Dutronc, et il vient justement de composer pour elle un titre qui va devenir un classique absolu. Le temps de l'amour, ce morceau qui traverse toutes les générations, c'est lui. Mais à l'époque, leurs chemins se croisent sans qu'aucune étincelle ne jaillisse. Le destin, lui, est patient. 5 ans plus tard, tout bascule. En 1967, Jacques Dutronc est devenu une star, un dandy ironique qui chante « Les cactus » et « moi, et moi, et moi ». Françoise, elle, vient de quitter le photographe Jean-Marie Perrier, son grand amour de jeunesse. De son côté, Jacques rompt ses fiançailles. Les planètes s'alignent, les regards changent, ils se découvrent vraiment. Mais cette histoire ne ressemble à aucune autre. Pendant près d'1 an, ils tournent autour l'un de l'autre sans jamais oser franchir le pas. Je guettais le moindre signe de Jacques, confiera Françoise des années plus tard. Lui en faisait peut-être autant, mais les signes étaient si subtils qu'elle ne savait pas sur quel pied danser. Il faudra presque 1 année entière avant qu'ils s'embrassent enfin. Et ce silence, cette retenue, cette difficulté à se dire les choses, ça va devenir la signature toxique de toute leur histoire. Quand ils emménagent enfin sous le même toit, en 1974, dans un grand immeuble parisien, on imagine déjà la vie de couple parfaite. Erreur monumentale. Françoise Hardy occupe un étage. Jacques Dutronc en occupe un autre. Un petit ascenseur les sépare et c'est totalement volontaire. Elle l'expliquera plus tard avec sa franchise habituelle. Ils n'ont pas les mêmes amis, pas les mêmes horaires, pas les mêmes vies. Sur le papier, c'est moderne, c'est libre, c'est avant-gardiste. Dans la réalité, c'est un piège qui se referme lentement sur Françoise. Parce que pendant que Jacques vit ses nuits agitées, ses tournées, ses cigares et ses verres, elle attend. Elle attend des semaines parfois, des jours sans nouvelles, des silences qui s'éternisent, et c'est là qu'arrive le premier coup dur, celui qui va laisser une cicatrice profonde et indélébile. Sur le tournage du film L'important c'est d'aimer, en 1974, Jacques Dutronc rencontre Romy Schneider. La grande actrice autrichienne joue le rôle d'une femme déchirée, lui partage l'affiche. Le tournage devient une vraie histoire d'amour clandestine. Une liaison brève mais brûlante qui n'échappera pas longtemps à Françoise. Leur fils Thomas vient à peine de naître, en juin 1973. Elle est jeune maman, fragile, vulnérable, et son compagnon part dans les bras d'une autre. Et ce ne sera malheureusement pas la dernière fois. Dans son autobiographie publiée en 2008, intitulée « Le désespoir des singes et autres bagatelles », Françoise Hardy raconte sans phare ses 20 années de souffrance. 20 ans à attendre, 20 ans à se sentir seule pendant que l'homme qu'elle aime collectionne les conquêtes. « Il m'a rendue malheureuse pendant longtemps », lâchera-t-elle dans une interview en 2018. Une phrase glaciale, sans pathos, qui dit absolument tout. Et pourtant, elle reste. Pourquoi ? Parce qu'elle aime cet homme avec une intensité qu'elle ne s'explique pas elle-même. Parce que dans ses chansons, dans Messages personnels, dans Comment te dire adieu, c'est lui qu'elle décrit, c'est leur histoire qu'elle met en musique, la douleur devient son matériau artistique, l'absence devient sa muse, mais derrière les disques d'or et les couvertures de magazines, il y a une femme qui pleure souvent, qui doute, qui se demande pourquoi elle n'arrive pas à partir. La passion, dira-t-elle plus tard, était nourrie par l'indifférence fréquente de Jacques. Plus il s'éloignait, plus elle s'attachait. Le piège classique de toutes les histoires impossibles. Et Jacques, lui, n'a jamais cherché à mentir vraiment.
Pour lui, comme il l'avait confié un jour à Jean-Marie Perrier, inquiet pour Françoise, on ne trompe pas en dessous de la ceinture. Sa femme, c'est différent. Elle, il l'aime vraiment. Mais ça ne l'empêche pas de vivre exactement comme bon lui semble. Alors quand arrive cette idée de mariage, en mars 1981, elle déconcerte tout le monde. Pourquoi maintenant, après 14 ans de vie commune chaotique, pourquoi ces deux esprits, libres, sceptiques du mariage depuis toujours, signent-ils subitement les papiers? La réponse va vous surprendre. Ce mariage n'a rien d'une déclaration d'amour solennelle. Il est né de la peur. Françoise Hardy l'expliquera elle-même quelques années plus tard, dans Télématin, face à Thierry Beccaro. À l'époque, elle traverse un petit problème de santé. Hyper anxieuse, hypocondriaque de nature, elle se voit déjà partir. Elle imagine le pire. Elle consulte un avocat pour savoir ce qui se passerait, légalement, s'il lui arrivait quelque chose. Pour Thomas, leur fils, pour la maison de Monticello en Corse, pour l'ensemble de leur patrimoine. La conclusion de l'avocat est sans appel. Sans mariage, les choses seraient terriblement compliquées. Alors voilà, le 30 mars 1981, ils se marient. La veille du 1er avril, plaisantera-t-elle plus tard en éclatant de rire dans une émission. Pas de robe blanche, pas de cérémonie grandiose, pas de traîne, pas de demoiselle d'honneur, juste un papier signé en toute discrétion, loin des flashs et des journalistes. Pour Françoise, le mariage ne représentait pas grand-chose. Ce sont ses propres mots. Une formalité administrative, une occasion de faire une petite fête, rien de plus. Mais cette indifférence apparente cache quelque chose de bien plus douloureux. Elle a fini par accepter qu'avec Jacques, elle n'aurait jamais le grand amour traditionnel dont rêvent les jeunes filles. Et un jour, en évoquant une autre relation, elle lui demandera de s'engager vraiment. Et là, Jacques lui répondra d'une phrase qui va la marquer pour le restant de ses jours. « Je ne divorcerai jamais ». 5 mots. 5 mots qui résument tout. Pas un « je t'aime », pas une promesse romantique, pas une déclaration enflammée. Juste cette assurance froide qu'il restera marié à elle, peu importe ce qu'il fera, peu importe avec qui. Que voulez-vous que je dise ? Lâchera Françoise en 2018, presque résignée, avant d'ajouter, dans un souffle, que ça ne la dérangeait absolument pas, elle, d'être mariée avec lui. Une phrase qui sonne comme une victoire amère. 7 ans après le mariage, en 1988, c'est elle qui craque. Elle ne peut plus. Les absences, les autres femmes, les silences interminables, le sentiment d'être une option et jamais une priorité. Françoise met fin à leur vie commune. Mais comme tout dans cette histoire, la séparation prend une forme étrange et bancale. Pas de divorce, pas de déménagement complet, pas de scène hystérique. Ils décident simplement de s'éloigner sans se quitter administrativement. Jacques part progressivement vers la Corse, vers cette maison de Monticello que Françoise avait elle-même achetée en 1967, dès le début de leur histoire. Une maison qu'elle lui laisse, comme on laisse un héritage à quelqu'un qu'on a trop aimé pour pouvoir vraiment couper. Elle reste à Paris, dans leur duplex, parce que la capitale est la seule chose qui ne l'a jamais trahie. « Je ne peux vivre qu'à Paris », répétait-elle. « Même aller en Corse me pose problème. » Et en 1997, sur le tournage du film Place Vendôme avec Catherine Deneuve, Jacques rencontre une autre femme, Sylvie Duval, une maquilleuse brune et discrète, élégante. Cette fois, ce n'est pas une aventure passagère, c'est une histoire qui dure. Sylvie va devenir jusqu'à aujourd'hui sa compagne officielle, celle qui partage sa vie corse loin des projecteurs. Mais Françoise, elle, reste son épouse légitime, sur le papier, dans les actes, dans la mémoire collective. Et le plus étonnant dans cette configuration insolite, Françoise accepte. Elle écrit même dans son livre, en 2008, une phrase qui désarme tout le monde. Elle pense qu'on devrait toujours non seulement accepter, mais se réjouir qu'une autre apporte à l'homme de sa vie ce qu'on n'est plus à même de lui donner. Une phrase qui vient d'une femme blessée, qui a fini par faire la paix avec ses propres frustrations. Sylvie et Françoise vont coexister pendant près de 30 ans dans une étrange chorégraphie. À Monticello, l'amante part discrètement quand l'épouse arrive. À Paris, chacune sa vie, ses amis, ses habitudes. Pas de confrontation publique, pas de scandale médiatique. Une politesse glaciale et résignée, faite de respect mutuel et de silence calculé. Un trio qui fonctionne à sa manière bizarre et profondément française. Mais le destin a une drôle de manière de rapprocher les gens qui n'ont jamais vraiment su se parler. À partir de 2004, Françoise Hardy se bat contre un cancer du système lymphatique. Et c'est dans la maladie, paradoxalement, que la communication s'établit enfin entre Jacques et elle. En 2019, un cancer du pharynx vient s'ajouter au premier diagnostic. 45 radiothérapies, une immunothérapie lourde, une bouche définitivement asséchée, une oreille qui n'entend plus, une vue qui se brouille jour après jour. Françoise ne pourra plus jamais chanter, elle l'annonce elle-même en 2021 avec une lucidité bouleversante.
La femme qui a porté la chanson française pendant 60 ans est réduite au silence par la maladie. Et c'est dans ce silence forcé que Jacques se rapproche enfin. Il lui écrit chaque jour. Elle l'avoue dans Paris Match en 2023. Tous les jours, des messages tendres, de petites déclarations, des mots qu'il ne savait pas lui dire quand ils vivaient sous le même toit. C'est merveilleux de tenir autant l'un à l'autre et de pouvoir nous l'écrire au bout de plus de 50 ans, confiait-elle alors, émue. Comme si la distance physique avait permis à l'amour de respirer enfin librement. Comme si la mort qui approchait avait balayé toutes les rancunes anciennes en un instant. En décembre 2023, dans une interview poignante à Paris Match, elle livre une phrase qui glace le sang. Elle veut partir bientôt, de façon rapide, sans trop de souffrance. Elle interpelle même publiquement Emmanuel Macron sur la question de la fin de vie dans une lettre ouverte. Elle veut qu'on aide les Français très malades à arrêter leur souffrance quand il n'y a plus aucun soulagement possible. Son cri est entendu par des millions de personnes. Mais la loi française, elle, ne change pas assez vite pour Françoise. Le 11 juin 2024, à Neuilly-sur-Seine, Françoise Hardy s'éteint à l'âge de 80 ans. Son fils Thomas annonce la nouvelle par 3 mots simples sur Instagram. « Maman est partie ». Une photo de lui bébé, dans ses bras. La France entière retient son souffle. Les hommages affluent de partout, de chaque génération. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Jacques Dutronc, qui depuis des années ne quittait quasiment plus sa Corse, fait le voyage. Selon plusieurs sources de presse, il passe une semaine entière à Paris, au chevet de Françoise, dans ses tout derniers jours. Il s'assied à côté d'elle. Il cache sa peine derrière ses lunettes, teintées légendaires. Et juste avant qu'elle parte, Françoise lui adresse un dernier sourire. Un dernier signe silencieux. Le sourire d'une femme qui pardonne tout, qui aime encore, malgré tout, ce qu'il y a eu. Le 20 juin 2024, jour des obsèques au crématorium du Père-Lachaise, Jacques arrive entouré de Thomas et de Sylvie Duval. Le trio improbable, soudé par le chagrin partagé, Étienne Daho, Sheila, Julien Clerc, Marc Lavoine, Brigitte Macron, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, Calogero, la famille Chédid, Salvatore Adamo, Laurent Voulzy, tout le gratin de la chanson française est là pour saluer la grande dame. Et au moment où la voiture de Jacques quitte le cimetière, des centaines de fans tendent des bouquets vers la fenêtre ouverte du véhicule. C'est Sylvie qui les attrape, un par un. Sylvie qui recueille les fleurs offertes à la femme de son homme. Une scène qui ressemble à un dernier acte de théâtre plein de symboles et de paradoxes, à l'image de toute cette histoire impossible. Aujourd'hui, les cendres de Françoise reposent à Monticello, en Corse, dans cette terre qu'elle avait elle-même découverte et achetée en 1967. Jacques avait acheté lui-même la concession face à la mer. Lui, il vit toujours là-bas, avec leur fils Thomas qui s'est installé pour s'occuper de son père vieillissant. Selon plusieurs sources récentes, le chanteur ne sort presque plus de sa propriété et coule des jours plus calmes, entouré de chats et de souvenirs. Et pour ceux qui se demandent quelles leçons tirer de cette union ahurissante, il faut peut-être écouter ce que Thomas Dutronc a dit un jour. Il est le fruit d'un couple assez curieux. Une phrase qui résume tout. Curieux, oui. Tourmenté, certainement. Mais aussi étrangement vrai. Parce qu'au fond, Jacques et Françoise n'ont jamais vraiment quitté l'autre. Ils se sont blessés, ils se sont éloignés, ils ont vécu chacun à leur étage, à leur île, à leur manière. Mais ils ne se sont jamais lâché la main complètement. Le mariage de Françoise Hardy et Jacques Dutronc, c'est l'histoire d'une femme qui a aimé trop fort un homme qui ne savait pas rester. C'est l'histoire de 20 ans de souffrance déguisée en chansons sublimes que la France entière a fredonnées sans soupçonner la douleur qu'elle cachait. C'est l'histoire d'un papier signé presque par accident qui a finalement traversé toutes les tempêtes possibles. Et c'est surtout l'histoire de deux êtres profondément libres, profondément cabossés, qui ont inventé leur propre définition du couple. Une définition que personne ne comprend totalement, pas même eux. Françoise Hardy a écrit dans ses mémoires que Jacques l'avait dressée à la solitude, et qu'au final, elle y avait pris goût. C'est peut-être ça, le vrai secret de leur mariage. Pas l'amour absolu, pas la fidélité, pas la fusion fusionnelle, mais cette capacité rare à s'aimer malgré tout, malgré les blessures, malgré les distances, malgré les autres femmes, malgré les silences. Une forme d'amour cassé, mais indestructible, qui ressemble plus à un poème de Baudelaire qu'à une comédie romantique, et qui aura traversé 6 décennies sans jamais vraiment se rompre. Alors selon vous, est-ce que cette histoire est la plus belle preuve qu'un véritable amour peut survivre à absolument tout, ou est-ce que c'est l'illusion la plus poétique jamais entretenue par un couple de la chanson française ? Dites-moi tout en commentaire, je lis chaque message avec attention.